ça y est. Ah, il se sent prévisible. C'était prévisible. Les Français champions du monde s'ils ne réussissent pas. Voilà, à repartir. Voilà, c'est là où on peut doubler. C'est là où on peut doubler. Et il y va. Et il passe. Et il se touche. Quel Et con. il s'accroche. Et Merde. Okay, Lewis, it's hammer time. accélère. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Mergazenco. C'est le 19e épisode de la saison 2021 et nous sommes au Mexique, à Mexico, pour le 18e Grand Prix de la saison. Et avec moi, autour du barbecue, en train de manger des burritos Old El Paso, je retrouve Fernando Gaspacho. Comment ça va, Fernando ? Écoutez, très très bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 18e Grand Prix de la saison, et puis vous m'avez bien manqué pendant les deux derniers, voilà. Et oui, c'est vrai que tu avais été un peu absent sur les derniers barbecues, mais bon, j'imagine que tu avais des choses bien plus importantes à faire. Et avec nous encore, on retrouve Gerhard Berger, un peu invité de façon impromptue ce soir, hein, non ? Salut à tous. Ouais, je me suis un peu invité tout seul. J'ai dit à tout le monde que si du possible, il fallait absolument que je sois prêt pour notre rendez-vous bi-hebdomadaire. On dit ça comme ça, tous les 2 semaines. Ça dépend des grands prix. C'est vrai. C'est une émission de F1. On fait des débriefings après chaque Grand Prix, donc ça dépend. Là, il va y avoir trois émissions d'affilée quand même. Il va falloir trouver un nouveau mot maintenant. Non, mais très heureux d'être avec vous. Ouais. Ok, c'est cool. Et puis, avec nous aussi Lance Niol, qui était déjà un petit nouveau du dernier barbecue et puis qui est de retour ce soir encore une fois. Comment ça va, Lance ? Je fais mieux que les Alpines. J'arrive à me qualifier au moins pour une deuxième fois. C'est ça. Pour une deuxième fois. Après, bon, tu nous avais aussi indiqué que tu étais un fervent partisan ou membre de la team Max. Et je pense que tu as dû passer plutôt un bon dimanche, à mon avis. Je ne vais pas trop donner de spoil, mais ça s'est plutôt pas si mal passé que ça pour l'ami Max. Ok, très bien, ravi de vous retrouver. Écoute, certains auditeurs m'ont fait part quand même, Lance, puisque tu es là, d'un oubli sur la dernière émission. Je crois que je t'avoir un peu coupé la chic. Exactement, mais dans les 3 questions qu'on pose à chaque nouveau participant de l'émission Barbecue F1, il y a une question auquel tu n'as pas répondu, ou en tout cas je t'ai pas laissé répondre, emporté par certainement plein de digressions. Mais il y avait une des questions, c'était quel était ton plus beau souvenir de F1 ? Ou le souvenir de F1 qui t'avait donné envie ou qui t'avait fait te passionner pour ce sport automobile. Est-ce que tu as un petit truc à nous dire ? Je sais pas, moi, genre Schumacher qui rentre dans Villeneuve, Senna, les qualifications de Senna. Vas-y, dis-nous. Pas forcément un point en particulier, mais c'est vraiment tout petit. C'est les souvenirs du dimanche après-midi sur TF1 dans les années 90, quoi. Donc, okay. Mais un souvenir, oui, c'est les passes d'armes Senna-Prost. Ok. Avec Senna qui allait un petit peu plus loin que ce qu'il ne fallait. Ouais. Ok. Il y a des pilotes comme ça qui sont peut-être un peu plus agressifs que d'autres, en tout cas que d'autres concurrents pour le titre. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de vivre cette année. En tout cas, pas forcément sur les derniers Grands Prix. En termes de duels, on a vu quelques duels très agressifs, mais ça commence à faire quelques Grands Prix déjà. En tout cas, on va donc parler de ce qui s'est passé à Mexico ce week-end. Et donc, pour présenter ce Grand Prix, on peut dire qu'après ce Grand Prix des États-Unis à Austin, on avait donc vu cette victoire de Max Verstappen. On avait pu voir que la stratégie Red Bull avait été dominante sur celle de Ferrari, puisque c'était Mercedes c'était Hamilton qui avait pris le meilleur sur Verstappen au premier virage. Et pour autant, la victoire était revenue à Red Bull. Et donc, on avait Max qui avait repris le dessus au classement des pilotes. Red Bull qui avait rattrapé une partie de son retard sur Mercedes.
Et puis pour les autres écuries, on pouvait noter quand même que côté français, ça avait été plutôt catastrophique avec un abandon de Gasly très tôt dans le Grand Prix et puis aucune des Alpines qui avait terminé. Donc ça, c'était comme ça qu'on arrivait à Mexico. Et puis, qu'attendre du Mexique, on se disait que le circuit était promis pour les Red Bull. Et d'autant plus que chez Red Bull, il y a Sergio Pérez, Checo, le Mexicain, qui pouvait peut-être pour la première fois de l'histoire se hisser sur le podium d'un Grand Prix national. Et donc, on va faire comme d'habitude, on va commencer par parler du début de ce week-end, c'est-à-dire les qualifications. Et donc, à l'issue de ces qualifications, on avait des résultats plutôt très surprenants. C'est-à-dire que la première ligne était occupée par les Mercedes, alors qu'on avait vu des Red Bull dominantes pendant les essais libres, au point d'entendre Hamilton à la radio dire « Oh là là, mais quelle avance pour Sergio Pérez, quelle avance pour Max Verstappen pendant certaines phases des essais libres. » Et pour autant, claque en qualif sur la Q3, tout d'un coup, on a eu l'impression qu'il se passait quelque chose du côté de Mercedes, mais que du côté Red Bull, ça coinçait un petit peu. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez eu en regardant ces qualifications ? Je vais commencer par Lance. Qu'est-ce que tu vas nous dire sur ces qualifications ? On avait vu justement Red Bull en essai libre très dominant, et puis finalement pchit pour les qualifs. Tout à fait, tu as entièrement raison. Des qualifs, des essais libres nettement dominés par les Red Bull. Première séance de qualif d'ailleurs, Verstappen est très bon aussi, mais derrière, les Mercedes sont sortis des petits réglages. Alors après, à la télé, il parlait du fait que Max Verstappen avait demandé à modifier les réglages sur l'aileron arrière, je crois. Donc, est-ce que justement ces réglages ont fait que ça a déséquilibré la voiture et que ça a été plus compliqué pour eux derrière d'assurer? Je ne sais pas à quel point, ou si c'est vraiment les Mercedes qui, elles, ont fait des réglages qui se sont améliorés, ou tout simplement qui sont allés au bluff. Mais est-ce que tu t'amuses à bluffer comme ça? Je ne sais pas. Ok, ouais. Bon, on a aussi beaucoup parlé il y avait quand même cette question effectivement des ailerons ou du train arrière ou des ailerons des Red Bull. Il y avait aussi le fait de savoir un peu gérer les pneus, d'avoir une stratégie de gestion des pneus, de trouver le bon réglage pour les Mercedes, qui leur a plutôt réussi. Fernando, t'en as pensé quoi de ces qualifs du côté des top teams, Red Bull, Mercedes? Franchement, à l'issue de ce samedi, Mercedes, c'était quand même cool, quoi. Première ligne, Bottas, Hamilton, derrière Verstappen, Perez, mais voilà, on se disait que ça allait être super serré, quoi. On se disait que ça allait être super serré. On s'était surtout dit que enfin on allait avoir une grille avec une première ligne Mercedes et une seconde ligne Red Bull. Le combat, de la saison, et effectivement avec des Mercedes qui étaient très fortes, je dirais, aux qualifications, et ce qui paraissait assez paradoxal, avec les Red Bull, je dirais, durant les essais libres. Ça, c'est, on va dire, pour la partie top team. Là où j'étais un petit peu plus surpris, justement, si on regarde toujours cette comparaison par rapport aux essais libres, c'est le moins bon classement des Ferrari sur la grille de départ. Dans les notes positives, par contre, on notera la très bonne qualification de Pierre, qui se situera, dans toujours le top 5, top 5, top 6, de cette grille de départ. Il commence à être coutumier de cette position-là. Son coéquipier, lui, n'est pas très loin, dans le top 10, puisqu'il finit les qualifications à la 9e place. Petit coup de moins bien quand même pour les McLaren, qui, elles, sont en deçà des performances qu'on pourrait avoir comparativement avec Ferrari, puisque elles avaient quand même un bon passage depuis ces derniers Grands Prix, et Ferrari revient petit à petit, et ça montre aussi la bonne forme des Rouges depuis ces deux derniers Grands Prix. Voilà pour moi la partie top 10 de ce qu'on peut en dire. La petite surprise, moi je la garde aussi sur la partie des Français, donc notamment sur Alpine, où on a un Alonso qui dès la Q1 est éliminé, et un Ocon.
bon, sans rentrer dans le jeu des pénalités moteurs qui se succéderont pour quelques pilotes dont Ocon fait partie avec Tsunoda, Lance Stroll ou encore Norris, sort en Q2. Voilà pour moi, et Vettel qui sort aussi en Q2 sans doute parler du gros crash de la Q1 avec Stroll qui a déclenché ce fameux red flag, drapeau rouge. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Gerhard, sur les qualifications, quelque chose qui t'a surpris? Il y avait encore une fois, effectivement, au rendez-vous sur cette fin de saison et sur tous les derniers Grands Prix qu'on a vus, pas mal de changements moteurs ou de réglages moteurs qui ont fait que il y a des gars qui se retrouvent avec des pénalités sur la grille pour le dimanche. Effectivement, on avait vu des AlphaTauri plutôt très performantes, un Tsunoda très haut de façon un peu incroyable, parce que c'est pas une année évidente pour lui, mais on a quand même un Gasly qui encore une fois se retrouve en 5e position, donc ça veut dire que c'est le premier des on va dire des seconds couteaux derrière les Red Bull et les Mercedes. Qu'est-ce que toi tu retiens de ces qualifications? Voilà, enfin, qu'est-ce que tu pensais de ce Grand Prix de Mexique juste avant les feux verts du dimanche? J'ai pas envie de reprendre une théorie du complot, mais on a bien les relayer quand même autour du barbecue. Mais t'es un peu le Thierry Messant du barbecue, quoi. mais en fait, le fait que les Red Bull soient finalement pas sur la première ligne de la grille à la fin des qualifications, c'est vrai que c'était un peu étonnant dans la mesure où ils avaient en tout cas j'avais l'impression qu'ils avaient survolé les essais libres, les 3 essais libres, et il se pourrait, alors je sais pas après si c'est véridique ou pas, mais le problème du Mexique, c'est que c'est un petit peu un circuit comme en Russie, où on a une énorme ligne droite avant d'arriver au premier virage, ce qui fait qu'en fait, le premier sur la grille n'est pas forcément avantageux d'être premier dans la mesure où il va aller attirer l'aspiration pour tout le monde derrière. Alors, maintenant, est-ce que c'est délibéré le fait qu'ils sont en 3e, 4e place? J'aurais un peu de mal à le croire, d'autant plus que ça serait vraiment très bien joué si c'était le cas. Mais le fait qu'ils soient pas forcément en pole, ça a pu aussi un petit peu jouer à leur avantage dans la mesure où ils sont plus ils arrivent plus en tant qu'attaquants au début du premier virage, plus que gros défenseurs, comme par exemple on a pu le voir pour Bottas et Hamilton en boule ligne droite. En boule ligne droite, c'était pratiquement 4 voitures sur la même ligne. Et c'est vrai que ça donne potentiellement l'avantage aux voitures qui ne sont pas en pole. Mais bon, ça encore une fois, je sais pas si vraiment c'était le cas. Je sais, mais par exemple que pour la Russie, les pilotes préfèrent ne pas être en pole position. Bottas l'avait dit l'année dernière, et je crois que c'était Norris cette année qui était en pole position, qui expliquait, ou c'est lui c'était à ce circuit-là, mais il expliquait qu'en gros c'est sa première pole position, mais ce serait le dernier circuit sur lequel il voudrait être en pole position. Donc pas grand chose de plus à ajouter sur les qualifications. Je sais pas si on a parlé du crash de Tsunoda en Q3 qui potentiellement en fait détruit les tours des Red Bull dans la mesure où il est sorti de piste juste avant Sergio Pérez et juste avant du coup Max Verstappen. En effet. Et comment il s'appelle Horner, donc le directeur d'écurie de Red Bull, de dire qu'ils ont été Tsunodad sur le tour de qualification. Mais en fait, c'est pas du tout sûr que même avec le crash, c'est pas du tout sûr que ce soit le crash qui ait fait que Verstappen ait raté son tour. J'avais vu une vidéo de Sky qui en fait expliquait que à tour égal avec Bottas sur leur meilleur tour, distance, comment on appelle ça, comparaison égale, Bottas était déjà bien devant au niveau où Tsunoda est sorti. Donc, après, moi, il me semble qu'il y a eu le crash de Tsunoda, c'est que ça a vraiment pénalisé Pérez. Pour Verstappen, c'est pas si sûr que ça. Et puis, il me semble que c'est sur le premier tour chrono des Q3 que les monoplaces ont fait leur meilleur temps. Mais vous me dites si je me trompe, mais c'est le ressenti que j'ai eu. Mais voilà, c'est vrai que c'était très surprenant de voir les Mercedes devant sur ces qualifs. Après, effectivement, on avait une performance de Gasly ultra solide. On avait un Sainz qui était plutôt pas mal. Et puis voilà, des Alpines, encore une fois, un peu décevantes.
c'est peut-être le moment maintenant d'entrer dans le vif du sujet, de parler de cette course du dimanche qui m'a fendu le cœur, puisque j'avais annoncé ma passion chevillée au corps de Team Lewis, et au final, résultat des courses du dimanche, malgré cette première ligne Mercedes, et ben au final, on a une victoire de Max Verstappen avec une deuxième place de Lewis Hamilton. Troisième place, Pérez. Quatrième, Gasly, incroyable. Enfin voilà, départ incroyable. Je vais résumer assez vite ce Grand Prix pour qu'on puisse chacun un peu donner notre avis sur ce qui s'est passé. Mais bon, voilà, départ avec une première ligne Bottas-Hamilton, un départ avec Bottas qui prend les devants, et puis au final qui un peu laisse une porte ouverte à Max Verstappen à gauche de lui, et Max Verstappen qui prend un départ assez canon, et puis surtout qui au final, premier virage, freine 15 mètres après tout le monde, et c'est ce qui lui permet de passer Valtteri Bottas, qui lui avait laissé la place quand même, en plus de l'aspiration évidemment, comme on a évoqué déjà sur le fait le complot de Thierry Meyssan, du Thierry Meyssan mexicain. Et donc au final, premier virage, c'est Max Verstappen qui pourtant partait troisième, qui est en première place, et puis derrière on a un Bottas qui avait quand même, on peut le dire, raté son départ, et donc qui se retrouve, qui se fait un peu tailler les pneus par un Ricciardo, et donc Bottas carrément dit, après le premier virage, il est en dernière position, et donc on se retrouve avec un départ assez incroyable, avec un Max Verstappen première place, Lewis Hamilton deuxième place, troisième place pour Pérez, et quatrième, on va dire Gasly. Et puis bon, après, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire pas vraiment grand-chose, en tout cas vu de l'extérieur comme ça, sans entrer dans les détails. Ça a été un Grand Prix assez morne après ce premier virage malgré tout, et donc une victoire de Red Bull et de Verstappen, avec peut-être un Pérez qui poussait un peu sur Hamilton, mais voilà, une deuxième place. Et on a senti, en tout cas, moi je vais le dire pour résumer un peu ce Grand Prix, Red Bull dominant, performant, et puis des Mercedes assez impuissantes en dehors de ce départ un peu raté de Bottas et de cet incident avec Ricciardo. Franchement, les Mercedes, on les sentait dominés par les Red Bull. I gave it everything. Just don't have the face. Voilà, et puis bon, à souligner cette quatrième place de Gasly, je vais laisser la parole à Fernando. Est-ce que c'est le même ressenti? Est-ce que tu partages mon ressenti sur ce Grand Prix? Est-ce que, on sent des Red Bull dominantes, on sent un Verstappen dominant, départ incroyable, premier virage, prise de risque, mais en fait, quand on le voit piloter, on se dit qu'il maîtrise, que c'est lui, c'est pour lui cette année. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti? C'est exactement, effectivement, le ressenti que j'avais en regardant, ce départ. Il y a une belle prise d'audace à l'extérieur, de Max Verstappen. Alors, ce qu'il faut pas oublier, pour être sur un peu de technique, c'est que cet endroit de la piste, c'est la trajectoire normale, en fait, qu'empruntent les pilotes avant d'aller à la corde pour passer ce premier virage, ce qui fait qu'en fait, le point de freinage à cet endroit est très, très gommé, en fait, très marqué d'adhérence, ce qui fait que quand vous entrez sur cette partie de virage, vous emmenez plus de vitesse, plus d'amplitude par rapport à ceux qui sont à l'intérieur, du virage, et donc, j'ai envie de dire logiquement, vous passez, les voitures qui étaient devant vous. Alors après, ce qu'il faut avoir aussi par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a de l'audace derrière. Il y a un freinage qui est quand même un peu tardif, malgré le fait qu'il y ait de l'adhérence, ça n'explique pas tout. Il est quand même tardif, ce freinage. Et à côté, on a un Bottas qui l'a joué un peu plus sécure, qui est un peu plus sécurisante, dans la mesure où lui, on le voit, il y a un delta de points de freinage qui est de l'ordre, je crois, d'une voiture entre la Red Bull de Max Verstappen et la Mercedes de Bottas. Et oui, l'erreur, c'est effectivement d'avoir laissé ce petit trou de souris à Verstappen qui s'infiltre et qui, dès le premier virage, prend la tête. À côté de ça, on a aussi un Ricciardo qui, lui, est donc à l'autre extrémité du virage, à l'intérieur carrément, et donc sur la partie plus sale. La partie étant plus sale, forcément, vous faites un plat, et en plus, il arrive comme un boulet de canon. Et je trouve que pour un pilote d'expérience, je trouve là, il a, je pense, mal
jaugé son premier virage et est venu s'encastrer derrière Bottas. Et à la suite, on la connaît, Bottas est dernier, flingue ses pneus, repart au stand pour les changer et commence pour lui une remontada qu'il va gérer à bord pour Je t'interromps là juste pour un peu aller dans les détails. N'as-tu pas été étonné qu'il n'y ait pas un peu un incident de course à analyser par la direction? Alors, si tu parles on n'a pas de pénalité, pour Ricciardo, je suis d'accord. Alors, c'est encore une fois l'éternel débat de je distribue 5 secondes par-ci par-là en fonction des grands prix, et à côté, on dit que c'est un fait de course, on laisse passer, etc. Moi, personnellement, je suis plutôt d'avis on sait que le premier tour, le premier virage, c'est, frotte, ça va se toucher, etc. Les mecs sont là pour la gagne. Pour moi, c'est du fait de course. Après, si on respecte purement et simplement le règlement, oui, il aurait dû pour moi y avoir une pénalité à cet endroit-là. On a bien pénalisé, je crois, c'est Gasly de 5 secondes pour la même touchette. J'ai plus le souvenir du Grand Prix, mais en fait, quand on voit la vitesse de Gasly par rapport à celle de Ricciardo et l'impact que ça a eu, on se dit qu'effectivement, il y a 2 poids 2 mesures. Il y a des Grands Prix où on n'appelle pas les mêmes règles pour les mêmes fautes, en fait. Donc oui, là, clairement, il y a de nouveau le débat qui est relancé sur il y a telle infraction, qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on applique ou pas toujours les mêmes pénalités aux mêmes infractions. Ok, bah écoute, et toi Gerhardt, toi ce départ de Grand Prix que tu as vu de façon très très attentive, d'après mes sources, après le premier virage, c'était quoi? C'était assez la surprise. Tu dis voilà, c'est le talent de Verstappen, c'est les erreurs d'un Bottas qui en aura fait quelques-unes cette année, et puis c'est peut-être Hamilton un peu conservateur. Franchement, alors que c'était déjà des performances incroyables après la qualif pour Mercedes, voilà, premier virage et c'est déjà complètement la stratégie à sec du côté de Mercedes. Ouais. Bon. Bottas complètement à côté de la plaque, je dirais peut-être pas jusqu'à là. Je pense qu'il a pas eu beaucoup de chance quand même. Il a fait c'est vrai que son départ est pas fantastique, mais bon, il est pas non plus. Il est pas fantastique, je suis d'accord. Mais le truc, c'est qu'effectivement, il se fait prendre par l'arrière par Ricciardo, et c'est ce qui lui vaut sa course en fin de compte. D'autant plus que toute la course, il aura Ricciardo devant lui. Ah, après ou avant l'arrêt au stand. Enfin bon, il y a encore un arrêt au stand qui était compliqué. Enfin, encore une fois, il fait la peine à regarder parfois Bottas. Je trouve quand même le sort, ça chante quand même pas mal sur lui. Mais c'est vrai que pour en revenir à Verstappen contre Hamilton, je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que la Red Bull était devant dans tous les cas. Et visiblement, c'était très dur de suivre les voitures à cause de l'air sale qui était créé dans tous les petits virages. Ce qui fait qu'on n'a pas tant vu que ça de dépassements. En tout cas, moi, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu beaucoup de dépassements sur le Grand Prix. Et c'est probablement dû à ça. Donc, je sais pas si, oui, la Red Bull était probablement au-dessus, mais était-elle vraiment au-dessus au point d'être de plaquer les Mercedes au sol? Je suis pas convaincu, parce que quand on regarde Perez, par exemple, Perez n'est pas non plus arrivé à aller chercher Verstappen, alors que probablement que la voiture était meilleure. Donc, je sais pas. Après, voilà, Perez n'est pas arrivé à aller chercher Hamilton. Perez, en soi, si vraiment Verstappen avait une voiture qui était bien meilleure que ça, Perez aurait dû probablement. Alors après ça peut être aussi, un débat. Ouais, voilà. C'est pour confirmer ce que dit Fernando, ça peut être un débat. C'est-à-dire que on a senti quand même des Red Bull qui étaient nettement meilleurs que les Mercedes au final en course. Et on peut imaginer quand même qu'un Sergio Pérez, de par cette pression nationale sur ses épaules, alors que sa voiture semblait plus performante et qu'il n'était pas si loin que ça de Lewis Hamilton, il s'est peut-être dit que voilà, on allait peut-être jouer la sécurité et pas partir en freestyle et commettre des erreurs derrière Lewis. Il a eu quand même quelques occasions un peu de le doubler, mais c'est vrai que voilà, on
se heurte à un septuple champion du monde. Sur un Grand Prix national, on sent la pression, on sent aussi le fait que Red Bull, ils sont aussi à la lutte pour le titre de champion des constructeurs et que on va peut-être faire après notre discussion le bilan des points, mais c'était pas forcément on va dire que oui, les Red Bull, elles étaient dominantes et que on peut dire que Pérez, il aurait pu faire un petit peu mieux. Moi, j'ai vu certains commentateurs de la F1 qui ont pu dire que voilà, Pérez avait peut-être pas poussé au maximum, donc il a peut-être pas voulu prendre de risques. Dis-nous ce que tu en penses, Lance, sur Red Bull, Mercedes. Et on va peut-être rentrer directement dans le vif du sujet. Il reste 4 Grands Prix, si mon compte est bon. On a senti quand même un net ascendant, je veux dire, mécanique du côté de Red Bull, avec des monoplaces tout simplement plus performantes. Et puis voilà, au final, peut-être la chance du champion qui vient un peu ou la chance des champions qui vient un peu de passer du côté, de se confirmer encore une fois du côté Red Bull, sachant que il faut dire que au niveau statistique, on a un Max Verstappen qui a, je pense, et vous m'arrêtez quand je raconte des bêtises, mais qui a gagné la moitié des Grands Prix de l'année, et un Lewis Hamilton qui n'a remporté qu'un Grand Prix sur les 8 derniers. Est-ce que tu sens qu'il y a un momentum du côté de Max Verstappen qui vraiment a été, même si le Grand Prix a été, selon mon avis, assez ennuyeux et au final avec des places qui sont maintenues pendant tout le dimanche après-midi, un Max Verstappen qui est quand même dominant maintenant, vraiment dominant. Oui, comme Gerhardt, j'ai eu des petits soucis au départ du Grand Prix. J'ai limite calé, j'ai appuyé trop vite sur le départ et je me suis fait le départ et jusqu'au safety car en replay pendant le Grand Prix, parce que comme tu l'as dit, il n'y avait pas forcément grand-chose à se mettre sous la dent. On savait que ça pouvait encore se passer dans les stands, mais très rapidement, le Maxou a éteint la concurrence. Hamilton, à la radio, le disait qu'il était lui-même, il était vite. Donc, je pense que très rapidement, même Hamilton, il a compris que c'était mort pour la course. Et c'est aussi pour ça que finalement, ça a été assez linéaire. Pérez a un petit peu cru qu'il pouvait revenir sur la fin. Mais pareil, sur les enchaînements de virages avec Larsal, il n'a pas réussi à recoller. Et comme tu l'as dit, comme les autres l'ont dit aussi, les gens ont assuré le coup. Parce que là, l'important, c'est pas les 3 points, c'était beaucoup plus que ça pour Red Bull, avec Bottas au fond du classement, qui empêche juste Verstappen d'avoir un point supplémentaire avec le meilleur tour en course. En fait, j'ai été assez surpris. Je m'attendais à beaucoup plus de cartons au premier virage, avec une piste très poussiéreuse, un faible prise aérodynamique parce qu'on est à 2000 mètres d'altitude. Donc, je pensais que ça allait beaucoup plus faire du tout droit ou du stop car au premier virage. Et c'est vrai que le fait qu'il y ait que entre guillemets, Ricciardo qui rentre dans Bottas et que ce dernier fasse un petit tête à queue et qu'au premier tour, Schumi Junior et Tsunoda abandonnent. Finalement, derrière, il n'y a pas eu grand-chose d'autre. Les gens ont géré vraiment leur course. Après, sur le momentum, oui, il y a vraiment l'air d'y avoir un momentum côté Red Bull. C'est comme tu as rappelé les chiffres, ils sont plus parlants que moi. Donc après, ça va être les circuits à travers le monde. Là, la caravane de la Formula One va se balader dans le monde entier avec des circuits assez anciens et nouveaux, d'ailleurs. À voir si l'expérience de Lewis va pas lui permettre d'aller récupérer justement des points à Sao Paulo, à Melbourne, des circuits qu'il connaît bien, quoi. Ouais. Bon, après, c'est vrai, effectivement, on va parler un peu on n'a pas fini de parler de ce Grand Prix de Mexico, mais pour parler juste de ce duel, à la fois Verstappen, Hamilton et Red Bull, Mercedes, on a un prochain Grand Prix Interlagos, et puis derrière, on part du côté du Qatar, d'Arabie Saoudite et d'Abu Dhabi. Donc,
Oui, effectivement, ça parcourt le monde, mais on va un peu se focaliser sur cette fin de saison, voilà, du côté de la péninsule arabique, sur des circuits qui sont plutôt assez récents. Mais oui, effectivement, enfin moi j'ai senti, on a entendu quand même des radios de Lewis Hamilton qui disaient These guys, ils vont trop vite, et puis il expliquait même à la fin du Grand Prix qu'il était en finale plutôt content de sa course, mais qu'il n'avait jamais été dans le rythme pour concurrencer les Red Bull. Voilà, est-ce que alors qu'on avait déjà identifié du côté du public ou de la population, des commentateurs Radio Mergazenco, Barbecue F1, qu'il y avait une tendance à la team Lewis assez forte. Est-ce qu'on n'est pas un peu désespéré du côté team Lewis, team Mercedes par rapport à Red Bull? Et puis moi je dirais un autre débat aussi, c'est que décidément, est-ce que on va dire ce Big Bang technique à venir pour la saison prochaine, au final, c'est pas plutôt une bonne idée, parce que décidément, doubler sur ces Grands Prix, alors qu'on était censé voir des dépassements sur ce Grand Prix du Mexique, voilà, on voit que il n'y a pas que les Mercedes qui sont perturbés par l'aérodynamique et l'air derrière. Dès qu'on se rapproche à moins de 2 secondes de la voiture devant, dépasser, c'est très, très compliqué. Qu'est-ce que tu en penses, Fernando, de tout ça? Ouais, c'est toute la promesse de l'année prochaine avec la nouvelle réglementation et les nouvelles monoplaces. Effectivement, le Grand Prix, comment dire, du tracé du Mexique en fait partie. Ces enchaînements de virages empêchent effectivement, quand vous êtes en dessous de 2 secondes avec l'air sale, le dirty air, l'air sale, comment dire, qui est derrière sa monoplace, cette espèce d'air perturbé qui empêche, comment dire, l'aérodynamisme des monoplaces de fonctionner correctement, font que, oui, quand vous êtes dans la fenêtre des 2 secondes, vous arrivez péniblement à grappiller ces 2 dernières et de tenter un dépassement. Alors après, autour du canapé dimanche, certains me disaient c'est pas possible. Lewis, comment dire, il a quelque chose qui fait qu'il arrive à prendre les devants par rapport à Perez. Non, pour moi, il y a juste cet effet-là qui fait qu'aujourd'hui, vous avez beau, comment dire, avoir la meilleure des monoplaces, et que vous êtes derrière une autre voiture, vous usez plus vite vos pneus, vous les dégradez beaucoup plus vite, vous consommez plus. Et à un moment donné, on sait qu'aujourd'hui, sur un Grand Prix, c'est aussi la gestion des pneus et du carburant qui font que vous êtes dans la gestion, et le dirty air font que vous êtes obligé de le prendre en compte. L'année prochaine, ça devrait, je dis bien, c'est je l'espère, la promesse, comment dire, des nouvelles voitures. J'espère effectivement qu'on fera fi de ce dirty air et qu'on pourra voir en plein virage des dépassements comme à l'époque, en extérieur, en intérieur, et donc possiblement des batailles mémorables comme par le passé. C'est toute la promesse de l'année prochaine. Oui, mais on en a eu sur certains circuits, justement, où j'ai mis en mémoire il y a quelques, peut-être pas la dernière course, mais celle d'avant, où ça se bagarrait quand même pas mal sur des virages avec des intérieurs, ou même des fois 2 voitures de front sur 3 ou 4 virages d'affilée. Tu parles du Grand Prix mais c'est vrai que là, du Royaume-Uni, ou d'Angleterre, là. Peut-être que c'est vraiment particulier. Ouais. C'est vrai. Ce circuit. Après, en termes de fréquence, ça arrive 1 ou 2 fois en termes d'occasion. Oui. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que en fait, l'occasion se présente 1 ou 2 fois maximum pendant la bataille, entre guillemets, dite, que là, si l'opportunité est faite pour justement résoudre ce problème-là, peut-être que ça sera des batailles tout au long du Grand Prix, et non plus seulement qu'à des moments précis, du Grand Prix. Après, c'est vrai que là, justement, Lance, comme tu le disais, on a vu Bottas derrière Ricciardo pendant la moitié du Grand Prix, qui pouvait, on peut respecter ou pas Valtteri ou son pilotage, c'est quand même un gars qui a été plutôt performant, quand même, qui a réussi à avoir ce baquet chez Mercedes et qui continue l'aventure F1 l'année prochaine chez Alfa Romeo. Mais voilà, coincé derrière Ricciardo en McLaren, une voiture inférieure à ce qu'une Mercedes peut faire. Non, on se dit, c'est pas que lui qui est fatigué ce week-end, c'est aussi quand même le fait qu'il y a des perturbations physiques
Et on a dit physique sur les monoplaces qui rendent ça très difficile. Écoute, Gerhard, est-ce que tu as encore quelque chose à dire sur ce combat Red Bull Mercedes, sur ce combat Hamilton Verstappen et sur aussi cette lutte des coéquipiers Bottas Pérez? On voit un Pérez qui vient de faire, je crois, 3 podiums d'affilée, alors que Bottas c'est un peu plus irrégulier, même si effectivement on sait que certaines choses se jouent à quelques millièmes de seconde, qui dépendent aussi d'autres aléas de course. Comment tu vois ces 4 derniers Grands Prix du côté de ces 2 top teams? Dans les 4 derniers, on va avoir quand même c'est vrai que c'est que 4 Grands Prix. Je me souviens plus exactement des points, mais j'ai cru voir que les Red Bull et Max Verstappen avaient une avance qui commençait à être un petit peu confortable. Verstappen, oui, mais au niveau des écuries, on a toujours Mercedes qui est devant, avec un petit point d'avance. Autant pour moi. Donc, au niveau des constructeurs, effectivement, ça va être très intéressant. Au niveau des pilotes, à moins d'une catastrophe, je vois pas trop. Je pense qu'il faudrait que Verstappen fasse un DNF à un moment. Et bon, je sais pas si vraiment c'est pas déjà plié à ce stade-là. Au niveau des écuries, en revanche, effectivement, c'est beaucoup plus serré comme tu l'as dit et comme je m'étais trompé. Et en ce qui concerne les coéquipiers, on commence à avoir un Pérez qui joue pleinement son rôle de numéro 2 et qui engrange, au vu de ce week-end, le plein de points pour Red Bull, alors qu'effectivement pour Bottas c'est un peu plus compliqué. Mais bon, c'est un peu plus compliqué depuis déjà assez longtemps, pour être honnête. Hamilton a un peu tenu la baraque. Peut-être un peu à bout de bras, une image un peu comment dire, je perds mes mots, un peu difficile pour Bottas, mais c'est vrai que Hamilton a tenu beaucoup la baraque pour Mercedes, tout comme Verstappen le faisait pour Red Bull jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. Et maintenant qu'on a un Pérez qui est, comme tu le disais, beaucoup plus consistant dans les points qu'il ramène à l'écurie, effectivement, de facto, ça désavantage largement Mercedes dans cette bataille-là. Donc, moi, je suis pas forcément un grand supporter d'Hamilton. J'aime bien les contenders, comme on dit dans le Périgord, sans trop que Verstappen soit non plus un underdog. Mais j'aime bien la compétition et j'aime bien un peu le fait que on soit pas dans une situation où finalement Mercedes est, comme on a vu dans les années précédentes, hégémonique sur à tout point de vue, que ce soit au niveau du pilote ou au point de vue de l'écurie en général, et de pouvoir voir cette concurrence. Et c'est marrant parce qu'en plus on le voit un petit peu en course où Hamilton lâche beaucoup plus de messages du style là ils sont beaucoup trop rapides, comme tu l'as déjà rappelé. Ils sont beaucoup trop rapides. C'est quelque chose que je trouve qu'on voyait pas forcément avant, et c'est presque un peu je suis méchant de dire ça, mais c'est presque un peu se dédouaner du fait qu'il peut pas faire beaucoup plus que ce qu'il fait à l'heure actuelle. Bon, c'est comme ça que je l'entends, mais je pense que j'ai une vision un peu acerbe du pilote aussi, qui me rend pas forcément très objectif. Ok. Bon, pour moi, on a fait un petit peu le tour de cette rivalité, mais en continuant de commenter ce Grand Prix et les résultats de chacun, on y reviendra peut-être, mais on va passer. Alors attends, moi j'avais quand même un point à indiquer, c'est que ça fait quand même quelques Grands Prix que c'est un peu ennuyeux, je trouve, sur ces derniers éléments là, en dehors du départ, en dehors des qualifications finalement qui peuvent être assez surprenantes, et d'un départ sur lequel il peut se passer des choses en course, même malgré des stratégies qui peuvent se tenter de façon un peu différenciée selon les coéquipiers, selon les écuries. C'est pas passé grand-chose, je trouve, en tout cas au Mexique. Le Grand Prix précédent aux États-Unis, on avait justement eu cette stratégie Red Bull qui avait pris le dessus sur la stratégie Mercedes, puisque Hamilton occupait la première place, et finalement avec l'undercut même de Verstappen, Red Bull avait réussi à reprendre la tête. Et puis le Grand Prix précédent, je pense que c'était en Hongrie, c'est pareil. En Turquie, pardon. Turquie, ouais. C'est quasiment pareil.
On n'ira pas sur ce terrain. Je me trompe jamais. Mais en Turquie, c'était pas forcément ultra funky. Ça fait quelques Grands Prix que voilà, ça manque un petit peu de trucs un peu foufou en course. Je veux dire, après le premier virage, c'est un peu compliqué. On verra ce qui se passe au Brésil. Mais c'est maintenant le temps d'arriver à notre rubrique des Frenchies. What's going on with the Frenchies in Mexico? Et puis, par rapport à ce qui s'était passé au Texas précédemment, des performances nettement meilleures, en tout cas pour notre ami Piero Gasly, qui à la fois avait fait une P5 en qualif, donc le premier derrière Mercedes et Red Bull, et puis qui termine P4 après justement les problèmes de Bottas avec Ricardo, qui l'avait fait repartir en dernière position. Un Gasly qui a fait une course un peu tout seul, comme Verstappen d'ailleurs, devant un Grand Prix où, quand on a regardé à la télé, on l'a pas vu du tout. On l'a pas vu, mais il a quand même fini 4e, ultra solide. Et même en interview à la fin, il a expliqué que pour se détendre après cette course, il allait peut-être partir faire un footing. Alors qu'on se dit quand même que faire autant de tours dans une monoplace, ça doit être un petit peu fatigant. On avait vu d'ailleurs Hamilton sur certains Grands Prix, d'ailleurs, quasiment faire des malaises sur le podium après la course. Et lui, ils avaient l'air, d'ailleurs, pas mal de pilotes avaient l'air assez frais après ce Grand Prix du Mexique. Voilà, super performance de Gasly, que ce soit en qualif ou en course. Sérieusement, c'est vraiment super solide. Et puis, on va pas encore réactiver ce débat sur qu'est-ce qu'il fait chez AlphaTauri, pourquoi il se retrouve pas dans une meilleure écurie. Mais franchement, ça fait plaisir, non? Quand on est français, Gerhardt, je te laisse enchaîner sur notre petit Pyro national. Ouais, ça fait très plaisir. Et effectivement, on se dit c'est dommage parce que c'est pas qu'il perd son temps. Je pense que l'épisode AlphaTauri lui a redonné confiance, potentiellement. Peut-être que je m'avance un petit peu à dire ça, mais j'ai l'impression que ça lui a redonné confiance dans son pilotage après les 6 mois désastreux qu'il a passé chez Red Bull. Et je pense qu'il avait besoin de peut-être redescendre dans une écurie un peu moins au premier plan, pour plus se refocaliser sur sa conduite et sur son talent. Mais en fait, c'est vrai que il le prouve Grand Prix après Grand Prix. Les qualifications, maintenant, c'est étonnant quand on voit pas Gasly arriver dans une bonne position en Q3. Et en course, c'est étonnant quand on voit pas Gasly non plus arriver dans les points. On se dit c'est vrai que je sais pas quel est le gap de points avec Tsunoda, mais pareil, on parlait tout à l'heure des pilotes numéro 1 qui tenaient à bout de bras leur écurie. Gasly, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'il fait avec AlphaTauri à l'heure actuelle. Alors, je vais te dire un point, justement, le petit point. 66 points d'écart. Ouais. Moi, je suis expert comptable dans la vie, en dehors de Radio Merguez. Je tiens les livres de compte de façon très sérieuse et très professionnelle. Mais donc, à l'heure actuelle, on a AlphaTauri qui a 106 points au classement de constructeurs et un Gasly qui a 86. Donc, je vous laisse faire le calcul. Donc, ça veut dire que Tsunoda n'a marqué que 20 points à la différence de Gasly qui en a marqué 86. Comme l'a dit Lance, ça fait 60 points d'écart. Donc, c'est assez significatif, oui. Donc, c'est significatif et c'est vrai que c'est dommage de ne pas le voir évoluer dans une écurie peut-être un peu plus au premier plan. On sait que ça va pas se passer en 2022. Pourquoi pas 2023? Je sais pas non plus quand est-ce que son contrat se termine. Peut-être que c'est quelque chose que tu peux nous dire aussi. Jacques, est-ce que tu tiens les comptes des contrats des Il me semble qu'il a encore moins de 2 ans de contrat. Moi, c'est les infos que j'avais. Après, on sait que quand même les contrats, c'est fait pour être un peu défoncé. Rarement en Formule 1. Alors, je sais pas si c'est vraiment le cas en Formule 1, mais j'ai pas trop l'impression que, en tout cas au vu des dernières années, que les contrats se cassent en milieu de. Oui, mais tu vois, par exemple, certains d'entre nous, membres de Radio Merguez, participent au barbecue rugby et on a vu cette année justement des choses qui ne se passaient jamais dans le rugby français, c'est-à-dire des périodes de contrats qui se faisaient racheter, notamment pour Colby, meilleur joueur du championnat, peut-être même meilleur joueur du monde l'année dernière ou il y a 2 ans, et qui s'est fait racheter une partie de son contrat par Toulon, qui a fui le Stade Toulousain.
Donc, écoute, en F1, ça doit pouvoir fonctionner aussi, même si il y a une volonté de caper, pour parler périgourdin aussi, les budgets des écuries. Je suis pas sûr que les contrats des pilotes fassent partie du budget cap, mais c'était quelque chose qui était dans les pipelines à un moment donné. Mais bon, pour en revenir à notre Gasly national, très belle course. Il a été intouchable. Il pouvait pas franchement aller beaucoup plus haut. Les Red Bull et les Mercedes étaient vraiment trop puissantes par rapport à l'AlphaTauri et il a confortablement, en tout cas j'ai l'impression confortablement gardé les Ferrari derrière lui pendant toute la course aussi. Donc il nous a fait une course qui était probablement très solitaire. Il a peut-être dû un peu se chercher, peut-être pour ça qu'il voulait faire un footing à la fin. Mais ouais, non, très très belle performance de Pierre sur ce Grand Prix. Ok, est-ce que Fernando ou Lens, vous avez des choses à dire sur la prestation de Pierre Gasly, à part le fait que voilà, il a été imperturbable, très solide sur ses qualifs, Fernando. Après, sinon, je vous laisse enchaîner sur Alpine. Hein. Je voulais faire une mauvaise blague en disant qu'il n'a pas à rougir des Ferrari et qu'il a fait effectivement un excellent Grand Prix et qu'à même à un moment donné, quand pour parler des rouges 2 minutes, quand il a voulu Carlos Sainz passer pour essayer de récupérer la place à Gasly en laissant donc Charles en demandant à Charles de ralentir pour le laisser passer. Mais même lui n'y a pas parvenu, donc non, très fort. Et il a effectivement, à ce niveau-là, l'AlphaTauri n'avait pas justement à avoir des performances moindres par rapport à la Ferrari. Alors qu'habituellement, ils sont plutôt derrière, j'ai envie de dire. C'est plutôt une bataille McLaren-Ferrari. Là, pour le coup, on l'a pas eu. Bravo Pierrot, c'est costaud, c'est solide et on le souhaite tous qu'il soit dans une top écurie dans les prochaines années. Et son contrat se termine l'année prochaine. Il a été prolongé d'un an. Attention, Fernando, son contrat se termine l'année prochaine chez AlphaTauri. Il me semble que c'est 2023 pour Red Bull. Hein. Oui, pour Red Bull, mais pour AlphaTauri, c'est re-signé d'un an parce qu'il se terminait cette année. Il a re-signé une année complémentaire pour AlphaTauri l'année prochaine. Bah, mais il peut pas signer chez Mercedes à la fin 2022 pour prendre la place de Lewis Hamilton, par exemple. Il est lié par son contrat chez Red Bull. Voilà, c'est les informations que j'ai au niveau des contract managers. Albon aussi, et pourtant il est bien chez Williams. Hein. C'est ça. Oui, mais bon, Williams, même si on ne pense pas qu'en 2023 ils seront champions du monde, même si on a vu des choses incroyables arriver par moment. Ok, bah écoute, Lance, est-ce que tu as envie de parler un petit peu de ce qui se passe chez Alpine, qu'on a vu quand même encore une fois. Dans le mal, dans le mal ou en difficulté ce week-end. Hein. Sérieusement, faut quand même se rendre à l'évidence. Très compliqué. Alonso qui passe pas la Q1. Ocon presque par accident en Q2 alors qu'il avait justement des changements moteurs qui le faisaient se faire rétrograder sur la ligne. Un départ où Ocon se fait prendre en sandwich par Schumacher et Tsunoda justement. Et un Alonso quand même dans les points. Assez performant, hein, plutôt solide. Mais au final, voilà, AlphaTauri qui, avec les 10 points de Gasly, au final, revient à égalité avec Alpine au niveau du classement des constructeurs. Voilà un sentiment général sur les performances d'Alpine qui, comme malgré tout, week-end après week-end, se ressemblent. Ouais, là, à la limite, ce qui peut être pas mal, c'est que les deux voitures ont déjà terminé le Grand Prix, ce qui n'était plus forcément le cas ces derniers temps. Donc, limite, on se console comme on peut. Par contre, quand on parlait des contrats, Fernando, pas notre Gaspacho à nous, mais le vrai, son contrat se termine quand? Je sais pas. Fernando Gaspacho, nous, de toute façon, on marche à la pige. Hein. C'est émission après émission en fonction des retours des auditeurs sur les différents commentaires des participants Radio Merguez. Mais du côté de Alonso, moi, je pense qu'il a encore une année pour sûr. Encore un an, jusqu'en 2022. Après, voilà, enfin, on avait indiqué quand au fur et à mesure des différents barbecues, on évoquait justement ce comparatif entre les coéquipiers d'Alpine
On avait parlé du fait que Ocon avait fait une première partie de saison assez convaincante, qu'on doutait presque jusqu'à justement Monaco, des performances d'Alonso qui avait réussi à un peu rebondir. Fernando a souvent parlé, par exemple, du fait qu'il y a eu un changement c'est quoi? C'est la conduite assistée? C'était quoi? La direction. La direction assistée, ouais. La direction assistée qui avait bénéficié au regain de forme de Fernando. Et puis voilà, un Ocon qui a l'air un peu plus en demi-teinte depuis justement qu'il a prolongé chez Alpine, depuis justement qu'il a eu sa victoire un peu contre toute attente. Depuis, c'est un peu plus difficile. Mais je crois que c'est plus difficile globalement pour Alpine. Moi, j'ai un peu des rumeurs qui disent qu'il y aurait quand même pas mal de mouvements possibles à venir du côté de Alpine Corse, on évoque peut-être même l'arrivée du directeur Aston Martin. J'ai vu cette info merguez passer il y a pas très longtemps, peut-être même aujourd'hui. Fernando, toi, qu'est-ce que tu penses d'Alpine? Alors on parle pas des sommets pour Alpine, parce que c'est compliqué, mais au moins éviter les abysses. C'est par le bas qu'on commence à gravir la montagne. Et là, je pense qu'à mon avis, il y a encore un bon step avant d'y arriver. Donc non, en fait, c'est l'éternel débat. On en avait parlé déjà la dernière fois où Alain Prost, quand Franck Montagny posait la question en disant mais tous les ans, Renault, Alpine, aujourd'hui Alpine, vous nous dites voilà, l'année prochaine c'est bon, c'est sûr, vous inquiétez pas, on sera au-dessus, on va être au top. Et en fait, on s'aperçoit que c'est à chaque fois la même histoire qui se répète. Et quand je regarde on le disait en off tout à l'heure, le début de saison d'Ocon était plutôt pas mal, même devant Alonso. Et depuis ce moment-là où Alonso a réussi à régler sa voiture avec cette nouvelle direction, voilà, c'est un autre Fernando. Il est beaucoup plus à l'aise avec la voiture, ça lui va beaucoup. Enfin, il pilote comme on l'a toujours vu piloter avec la voiture qu'il a, pas avec le moteur, c'est encore un autre débat. Mais aujourd'hui, il faut pas que Ocon se laisse aspirer par le trou noir, qu'est Fernando Alonso qui aspire tout à lui dès qu'il est dans une écurie. On parle de remaniement effectivement en termes de management chez Alpine. Il faut que Esteban Ocon il essaye de tirer son épingle du jeu là-dessus et qu'il fasse équipe justement avec Fernando et que ça soit plutôt Fernando qui l'aide à gravir cette étape-là, parce que si pour Alpine justement Ocon c'est l'avenir avec les 4 ans de re-signé jusqu'en 2024, ça serait bien qu'il y ait des signes qui montrent que Ocon arrive justement à relever la tête et à gravir cette montagne. Gerhard, un avis sur Alpine, franchement compliqué. Moi, je suis pas. Alors à chaque fois que je vois le directeur de l'écurie parler en interview, je trouve qu'il a l'air un peu dépassé par ce qui se passe. Martin. Franchement, je le trouve un peu on va essayer de faire quelque chose. C'est le mec qui à chaque fois on va essayer de faire quelque chose. Alors on avait Ocon qui disait j'ai fait le maximum, je vais faire le maximum. Là le mec à chaque fois il essaie de faire quelque chose. Oui, après. Moi je trouve qu'il sauve les meubles en réalité, parce que au vu des qualifications, on s'attendait pas du tout. Alors je crois qu'il récolte 2 petits points. 2 petits points. Ouais, parce que le 10e c'était Norris. Ouais. 2 points, 2 points c'était inespéré. Enfin, moi je trouve que finalement c'est pas forcément je pense qu'ils auraient, je sais pas si peut-être dur de dire ça, mais peut-être qu'ils auraient signé après les qualifs pour 2 points à la fin du Grand Prix. Alonso qui passe pas les Q3. Je sais plus s'ils ont fait, ils se sont entraînés. Oui, non, ils ont essayé. Ils ont essayé. Ils ont essayé. Le plan, c'était que Ocon offrirait l'aspiration à pour qu'ils se mettent ils passent la Q3. Sauf que malheureusement, ils ont raté l'étape Q1 en fait chez Alpine. Et donc Ocon qui était là en Q2 presque par hasard, juste pour faire l'aspiration pour Alonso. Il s'est dit, il a pas pu servir à ça pour son coéquipier Fernando.
Ouais, donc bon, c'est vrai que c'était un peu difficile à voir et difficile à regarder pour les qualifs. Donc encore une fois, je trouve que 2 points à la fin du week-end, sachant que devant il y a qui? Il y a les deux Red Bull, Hamilton, AlphaTauri, les deux Ferrari. Il y a que Vettel vraiment qui était potentiellement prenable, hein, c'est tout. Donc Raikkonen, bon, hein. ah oui, c'est vrai, il y a Raikkonen, autant pour moi. Oui, bon, c'est vrai. Raikkonen était prenable avant Vettel sûrement d'ailleurs. Bon, t'as les 3 anciens qui suivent, quoi. Oui, mais c'est vrai. Le club des papis. Ouais, c'est ça. On peut dire quand même que on a effectivement, à l'issue de ce week-end, on a les Alpines qui ont été reprises un peu par les AlphaTauri suite à la performance de Pierre Gasly. Donc 5 et 6 au classement constructeur. On a AlphaTauri et Alpine, sachant que au final, c'est pas si mal payé que ça pour Alpine, hein, qui se retrouve derrière à la fois Red Bull et Mercedes, mais derrière c'est Ferrari, McLaren. Et puis on a quand même un gap ou un écart assez important après derrière, puisque même si Gasly fait des belles performances, AlphaTauri sont quand même nettement en retrait de Ferrari ou McLaren. Et puis on a Alpine, sans compter les performances d'Aston Martin. Donc on va peut-être passer justement à nos rubriques un peu satisfaction et déception de ce Grand Prix. On va dire que satisfaction, il y a quand même les performances de Ferrari sur ce week-end qui ont pris le dessus sur les McLaren. Parce que effectivement, on avait vu un Ricciardo peut-être agressif sur le premier virage, sur ce début de Grand Prix, mais finalement peut-être un petit peu trop. En tout cas, ça a été raté évidemment. On a un Norris qui est nettement en retrait depuis plusieurs Grands Prix, de son à l'image de son écurie. Et puis on a des Mercedes qui, même si on pourrait penser qu'elles peuvent peut-être un peu mieux faire, je trouve qu'elles figurent plutôt assez bien. Et puis elles ont la latitude et la marge de manœuvre d'essayer de tenter des choses, comme on a pu voir sur cette stratégie de course un peu différenciée, Leclerc et Sainz. Même si voilà, je dis satisfaction Ferrari, stratégie Ferrari, peut-être du côté des déceptions, parce qu'on n'a pas bien compris effectivement ce qui s'est passé du côté de Charles. Fernando, on sait que tu as le cœur un peu rouge Scuderia. Bilan de ce week-end du côté de Ferrari. Moi, je trouve que c'est bien. Honnêtement, on a eu, mis à part les qualifications, c'était un peu... c'était comment dire, c'était pas trop ça parce que elles étaient en deuxième partie du top 10. Je trouve par contre que quand on regarde les essais et puis comment dire la course de manière générale, ils ont réussi comment dire à mieux se positionner comment dire sur le déroulé de la course. Elles n'ont pas réussi à franchir la muraille de pierre. Et aujourd'hui on a un Charles Leclerc et un Carlos Sainz qui ont joué d'équipe. J'ai trouvé qu'il y a vraiment un réel esprit d'équipe chez Ferrari maintenant. Pas trop de rivalité entre les uns et les autres. Et que quand l'un essaye, je rends la place à l'autre. Je trouve ça plutôt fair play et ça montre aussi qu'il y a, je pense, une bonne ambiance entre Carlos Sainz et Leclerc. Et pourvu que ça dure, mais moi, je reste positif et satisfait du week-end pour les Rouges ce week-end. Tu partages cet avis, Lance, sur Ferrari, une certaine synergie entre coéquipiers, même si on a eu quelques audios, quelques radios pendant la course où il y avait Carlos qui mettait quand même la pression sur Charles, quand même. Ouais, après, c'est quand on regarde au niveau des classements, l'un à 138, l'autre 130 et demi. Donc finalement, on retrouve ce bilan équilibré dans les points traduits sur la piste. Si l'un avait 50 ou 60 points de plus et qu'il pouvait aller titiller Pérez et Norris qui sont... Quoique Norris, c'est pas très très loin, donc ils peuvent aller le récupérer. Ils sont à portée de tir. S'il y en avait plus qu'Hamilton sur Verstappen. Si vraiment il y en avait un qui était largement au-dessus, je pense que les stratégies de course iraient vers lui. Mais là, le fait qu'il soit vraiment très proche, est-ce que c'est une consigne au niveau de la direction de l'écurie en disant les gars, c'est le mieux placé qui a la priorité, sinon
vous faites des bonnes qualifs, celui qui est le mieux placé ira, celui qui est dans le bon wagon, c'est lui qu'on aidera par rapport à l'autre. Si les deux pilotes sont en phase, et que les choses sont dites dès le départ, ça met forcément une bonne ambiance, une bonne ambiance. Tout du moins, les choses sont correctes. C'est du gentleman agreement pour rester dans le Périgord, quoi. Non, mais moi, je suis d'accord avec vous. Il y a une belle entente Sainz et Leclerc. On peut noter quand même que Sainz, il a plutôt tendance à être plutôt un bon gars sur le paddock, puisque justement, on le voyait auparavant avec Norris, ça se passait bien. Là, avec Leclerc, ça se passe bien, sachant que à chaque fois, c'est un peu des jeunes avec des dents particulièrement longues qui rayent le tarmac ou la piste. Et il s'en sort plutôt bien. Il est très performant puisqu'il il est vraiment pas loin de son coéquipier. Moi, de mon côté, j'étais surpris qu'on lui fasse rendre sa place sur Leclerc. Avec la stratégie différenciée, il était devant et on lui a demandé de rendre la place. Ça a été étonnant. Gerhard, est-ce que toi, tu vois d'autres satisfactions en dehors de ça sur ce Grand Prix, ou est-ce qu'on passe directement aux déceptions sur ce juste Grand Prix de Mexique? Petite note sur Vettel, qui finalement lui aussi arrive à sortir des points pour Aston Martin, sorti un peu de nulle part aussi, j'ai l'impression. Mais pareil, course tout à fait lambda, comme la plupart des pilotes sur la course. Mais sinon, effectivement, je vois pas beaucoup plus que. Juste pour ajouter sur Ferrari, et je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit sur l'entente très cordiale, etc. Et je te rejoins un petit peu, Jacques, sur le fait que j'étais un peu surpris qu'il redonne la place à Leclerc dans la mesure où il était quand même, je crois, à peu près à 10 secondes devant lui quand on lui demandait de redonner la place. Quand même. Bon, tu dis, soit il a essayé d'aller chercher Gasly, on l'a fait aller chercher Gasly hyper tard sur le Grand Prix. On a vu qu'il n'était pas arrivé, il a redonné la place, mais c'est limite, il a dû l'attendre en sirotant son café sur la ligne de départ et puis et le laisser passer après coup. Donc j'étais un peu surpris aussi, mais ça s'est fait de manière très cordiale et Sainz a quand même demandé s'ils étaient autorisés à courir pour la position en fin de course après que Leclerc les doublé, et il s'est pris un non catégorique par l'écurie. Ça, j'avais pas vu ça. Ça, je l'ai pas entendu. En fin de course, il demande une fois qu'il laisse passer, est-ce qu'ils sont autorisés à race, et on lui a dit non, il n'y a pas assez de tours avant la fin de l'arrivée. Et je pense que c'était un peu la bonne chose à faire. Ils n'allaient pas commencer à se mettre des voitures en l'air alors qu'ils sécurisaient un max de points sur le championnat. Ouais, et surtout qui dépassait McLaren. Et puis tout ça, ça me fait penser quand même à un petit incident, enfin pas un incident, mais un aspect assez marrant de cette fin de Grand Prix du Mexique, avec justement Bottas qui essayait de, on va dire, faire du damage control en essayant de récupérer le meilleur tour du côté de Red Bull, et puis qui a tenté quand même de faire son meilleur tour, et puis qui s'est fait prendre avec les circonstances de course, s'est fait prendre un tour par Max Verstappen, et Max Verstappen qui jouait un peu au jeu au jeu du con, à l'empêcher notre bon Valtteri Bottas de faire son meilleur tour, et donc de faire des petits ralentissements, accélération, drapeau bleu, machin, et avec Max qui dit non mais il faut qu'il me laisse passer, je suis prioritaire, alors que Bottas il avait chaussé ses nouveaux pneus, il s'était arrêté juste pour ça, et tant aussi bien que ça n'a pas été si évident que ça pour Valtteri, puisqu'il a dû s'arrêter, je crois, 2 fois en fin de course pour chausser des nouveaux pneus, pour faire sa tentative de meilleur tour qu'il a fait largement au final, mais jusqu'au bout il y a eu quand même on connaît le caractère un peu particulier de notre ami Max Verstappen, qui, au-delà de son caractère, est quelqu'un de très talentueux. Jusqu'au bout, il a un peu essayé d'humilier et de marquer du fer rouge Mercedes de la performance de Red Bull. Tu veux ajouter quelque chose à ça, Gerhard? Ouais, moi je suis pas sûr que ce soit vraiment de l'humiliation. Je pense que c'était très bien joué de la part de Verstappen, dans la mesure où c'est 2 points en total qu'il amène, 1 point pour l'écurie au classement constructeur et 1 point pour lui dans le classement
championnat pilote. Donc, il avait tout intérêt, effectivement, à l'empêcher de faire son meilleur tour. Et je pense pas que ce soit l'humiliation. Je pense juste que c'était bien joué de sa part. Et c'est vrai que on a vu Valtteri Bottas chausser 2 fois 2 nouveaux pneus soft en l'espace de 4 tours à la fin de la course. Ouais, bon, après, vas-y, Lance. Oui. Ouais, par contre, ouais, je me posais la question si le point lui a été attribué, parce que là, sur le classement, il apparaît pas. Donc, est-ce qu'il y a il n'a pas eu le point. Est-ce qu'il y a un truc qui m'a échappé? Le meilleur tour, le point du meilleur tour, il est attribué que si on finit dans les 10 premiers. Et Bottas, n'ayant pas fini dans les 10 premiers, il n'a pas eu le point du meilleur tour. Par contre, il a privé Red Bull, Max Verstappen ou Perez d'un point, ce qui peut effectivement compter à la fin de la saison. On verra plus tard. Ok, bon, on a fait le tour de ce Grand Prix. Peut-être, on avait parlé de cette stratégie de Ferrari, qui avait été un peu étonnante du côté de Charles Leclerc. On peut aussi parler de McLaren qui est sévèrement en baisse sur cette fin de saison par rapport à ce qu'ils avaient pu montrer à la fois avec Norris et avec Ricciardo. Moi, c'est quelque chose que je sens parce que même en qualif, ils sont en dessous et en course nettement plus en dessous, même si là, il y avait quand même aussi, je crois, un changement de moteur du côté de Norris. On voit qu'ils sont plus trop présents et que justement on avait parlé d'un momentum un peu d'une circonstance de championnat ou situation de championnat favorable à Red Bull. On a aussi ça du côté de Ferrari. Mais voilà, écoutez, on va faire peut-être un point classement puisque maintenant on entre dans le vif du sujet. Il nous reste plus que 4 grands prix et donc on a un Max Verstappen qui est leader de ce classement avec 19 points d'avance sur Lewis Hamilton. Après derrière, ça n'a pas forcément trop d'importance le combat Bottas-Pérez, même si Pérez quand même rattrape notre ami Valtteri puisqu'il vient de faire 3 podiums d'affilée en 3 courses. Et puis on a un Norris un peu derrière avec un Leclerc qui est à 12 points. Donc, on a peut-être un Charles Leclerc qui peut jouer cette 5e place du championnat. Gasly a noté, Gasly est en 9e position et 86 points. Malgré des performances assez incroyables avec son Alpha Tauri, il n'a que la 9e place. Sur ça, on a fait le tour du classement de pilote du côté constructeur. On a toujours Mercedes devant, même si c'est l'avance qu'ils avaient... ça menuise de Grand Prix après Grand Prix et là ils ont plus qu'un seul point d'avance. Donc là c'est là que justement toute la valeur de ce meilleur tour pris par Valtteri Bottas justement dans le final lap du Mexique. S'il ne l'avait pas pris, ça aurait fait égalité à l'issue de ce week-end. Là il y a un point d'avance et puis derrière on a une 3e position de Ferrari qui ont maintenant 13 points et quelques d'avance sur McLaren. Une égalité, 5e et 6e position au championnat constructeur entre Alpha Tauri et Alpine, avec Aston Martin plutôt largué. Justement, ça fait maintenant vraiment longtemps qu'ils sont un peu en chute. La sortie de James Bond au cinéma n'a pas permis à l'écurie Aston Martin de redresser la pente. Écoutez, voilà, on a fait le tour de ce Grand Prix du Mexique. On va écouter tout de suite les 5 informations inutiles de notre ami Sébastien Vettel. Voilà, c'est maintenant. C'est box. Salut tout le monde, c'est Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles de la semaine. Valtteri a juste voulu prouver que l'idée d'une grille inversée est une idée de merde. Si Lewis était chez Red Bull, il n'aurait plus à prévenir Bono que ses pneus sont morts. Cette équipe les régénère en pleine course. La rumeur dit que Haas n'a toujours pas bouclé les 71 tours du Grand Prix. Un agent d'entretien attend depuis dimanche pour éteindre les lumières du circuit. Vu la joie du père de Sergio Pérez à l'arrivée, il n'a pas l'air d'avoir compris que son fils n'avait pas gagné la course. La Mercedes W10 et la Red Bull RB16B sont plus montées sur le podium que Nico Hülkenberg. C'était Sébastien Vettel pour les 5 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix. Ciao. Voilà, c'était les 5 informations inutiles de Sébastien Vettel. Et puis maintenant, on passe tout de suite au prochain Grand Prix. On va reparler un peu de nos pronostics, on va parler un peu de ce qu'on pense de ce qui va se passer sur cette fin de saison. En tout cas, il ne reste maintenant plus que 4 Grands Prix. Prochain Grand Prix, c'est le Brésil, Interlagos. Grand Prix de légende.
théoriquement promis peut-être au Red Bull, on va dire. On peut noter que Gasly avait fait une belle perf sur le dernier Grand Prix d'Interlagos. Hein, je crois qu'il était sur le podium. Voilà. Alors, je vais faire un petit point sur les pronos, hein, mais je crois que pour l'une des premières fois, un consultant Radio Merguez & Co avait annoncé le bon pronostic pour ce Grand Prix du Mexique. En tout cas, moi, de mon côté, Jacques Lafritte, j'avais pronostiqué une victoire de Lewis Hamilton. Deuxième place, Max Verstappen. Troisième place, Charles Leclerc. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas ce qui s'est passé, effectivement. Et Niki Lambda, qui n'est pas avec nous, qui n'est pas avec nous ce soir, avait lui annoncé le tiercé gagnant, puisqu'il avait annoncé une victoire de Verstappen. Et puis derrière, Lewis Hamilton, Sergio Pérez. C'était le seul de la joyeuse bande à avoir annoncé cela. Écoute, Fernando, je vais te laisser un peu la parole sur le Brésil. Est-ce que c'est un circuit qui te plaît? Est-ce que c'est un circuit sur lequel tu vas avoir un peu de prescience pour une fois? Parce que ça fait quand même quelque temps qu'on voit que tu es un peu complètement à côté de la plaque au niveau des pronostics. Il va falloir reprendre, comment dire, des vitamines et se reconcentrer. Non, mais il faut aussi jouer un peu, comment dire, le fun aussi de la merguez. Grand Prix du Brésil, c'est un Grand Prix qui est un bon Grand Prix. Moi, que j'ai plutôt, comment dire, un bon retour sur le circuit, sur le tracé, comment dire, de manière générale. C'est le dernier tracé où Ferrari a gagné en 2007 avec Kimi Räikkönen. Donc, j'espère qu'il portera chance, comment dire, au rouge. Non, pour te donner, comment dire, mon pronostic, je verrais bien Max Verstappen en première position, suivi d'un Lewis Hamilton, et en troisième, Pierre Gasly. Ah ouais. Ouais. Okay, il avait fait P2. Je le vois bien. Comment dire, avec la bonne performance plus qu'il a faite, comment dire, au Grand Prix du Mexique. Je le vois bien. Allez, je tente le coup, je le mets sur le podium. Mais est-ce que, alors juste, je me permets de lancer un petit débat, mais est-ce que justement ces performances d'AlphaTauri, en tout cas ce que peut être capable de faire Pierre avec justement cette voiture, cette monoplace, un peu de la deuxième écurie Red Bull, voilà, c'est pas un lien direct avec les performances des Red Bull. C'est aussi les performances des AlphaTauri, non? Il y a des pièces communes, oui, qui transitent entre les écuries, ça c'est sûr. Après, je rappelle que chaque écurie doit développer ses propres pièces, je dirais, à l'issue. Mais bien évidemment qu'entre les maisons mères et maisons filles, il y a forcément, comment dire, des brevets qui circulent. Et donc des pièces, des améliorations qui se font aussi. Ok. Lance, toi, tu avais évidemment, si je regarde bien les petits papiers du secrétaire de Radio Merguez & Co ou de la secrétaire de Radio Merguez & Co, ça dépend des jours, mais tu avais indiqué une victoire quand même de Max Verstappen sur ce Grand Prix du Mexique. Tu dois être aux anges. Au Brésil, on remet la même chose? Si on est en accord avec nous-mêmes sur l'aspect momentum qu'on a déjà évoqué précédemment, oui, il est clairement dans la bonne vibe du moment. Après, est-ce qu'on va encore assister à un retour venu de nulle part de notre ami Bottas qui va faire une bonne performance après un Grand Prix en Berne qui vient de se dérouler. Donc oui, je mettrai quand même une piécette sur Maxou qui remporte le Grand Prix, mais Hamilton 2 et un petit Pierre pour la troisième place. Allez. C'est le même pronostic que Fernando, j'ai l'impression, mais ok, on va passer sur Gerhardt. Est-ce que comment dire, Sergio quand même, il a été un peu au Grand Prix de dimanche, il aurait pu faire mieux, non? Il n'a pas un peu cédé à la pression, Gerhardt, dimanche après-midi? Quand même, il aurait pu tenter de dépassement sur Lewis. Moi, je suis pas très objectif sur Perez parce que j'aime bien le personnage, mais sans plus. Mais je trouve pas que ce soit un pilote non plus sensationnel. Même si
il reste un bon pilote. Je pense que ça fait partie des pilotes de la grille qui ne méritent pas sa place en Formule 1. Loin de là. Mais je trouve pas non plus que ce soit un pilote extraordinaire. Et comme tu l'as bien dit, on peut se poser la question de est-ce qu'il aurait dû pouvoir passer Hamilton pendant le Grand Prix ou pas. Moi, enfin, bon, on n'a pas trop évoqué ce qu'il n'a pas vu pendant le Grand Prix, mais moi, il y a un truc qui m'a vraiment qui m'a pas plu du tout, c'est le fait que la réalisation, encore une fois, était, je trouve, mauvaise. On n'a rien vu du Grand Prix. Déjà qu'il n'y avait pas grand-chose à voir. On n'a rien vu du Grand Prix à part Sergio Pérez tout seul à faire ses tours juste avant la fin où il était enfin à rattraper Hamilton. Donc, je veux bien croire que Liberty Media veulent trouver du public au Mexique en filmant le seul pilote mexicain de la grille. Mais je trouve que par exemple on n'est pas du tout passé, on n'a pas du tout vu le combat entre Bottas et Ricciardo alors qu'il était à moins d'une seconde pendant très très longtemps. Ouh, alors là, je partage pas cet avis. Je trouve qu'on les a beaucoup vus. Dans une première partie du Grand Prix, parce qu'il y avait plusieurs parties où justement. Tu veux dire sur le replay du départ? Non, mais il y a eu le départ. Après, derrière, ils se sont retrouvés tous les deux plus ou moins derniers à essayer de se pourchasser. Et puis, au final, bon, malgré tout, c'était aussi un peu répétitif, hein, d'un côté comme de l'autre. Hein. Entre une répétition d'un pilote qui est tout seul et une répétition de deux pilotes qui se pourchassent, j'ai fait mon choix. Mais enfin, moi, personnellement, j'ai trouvé qu'on n'a pas beaucoup vu autre chose que Sergio Pérez pendant tout le Grand Prix. Et bon, ça m'a un peu déplu. Bref, pour en revenir, je sais qu'on n'est pas d'accord. Du coup, on n'est pas d'accord sur ce point de vue-là, mais je sais pas. Ça va. Je trouve que, en fait, justement, pour moi, ça a juste alterné entre justement la bataille Bottas-Ricardo et puis Sergio Pérez qui rattrapait quand même Hamilton, qui était en fait le seul truc un peu palpitant de cette fin de course où on se disait que Sergio aurait l'occasion de passer Hamilton. Il a eu une fois l'occasion. Où il est rentré dans le DRS et puis c'est tout à peu près ce qu'il y a pu y avoir, peut-être en toute fin aussi, mais c'est pareil, on a senti encore une fois le fait que voilà, ça se retrouver dans la zone DRS, en tout cas à moins de 2 secondes puis à moins de 1 seconde, ça avait un coût et c'était pas quelque chose qu'on pouvait faire pendant très longtemps, sinon on dégradait très fortement les pneus, sinon c'était difficile. Et ce qui expliquait aussi pourquoi il y a que le très grand talent qui fait que certains pilotes comme Verstappen peuvent remonter les grandes lignes de pilotes en partant dans les dernières positions. Des gars comme Verstappen, des gars comme Hamilton y parviennent, des gars comme Bottas ou d'autres, c'est plus difficile. Mais Fernando, tu avais quelque chose à ajouter? Pas forcément. Je laissais Gart finir. Je voulais juste te donner éventuellement, comme d'habitude, une note sur l'ambiance au Mexico, toujours au top à ce niveau-là. Mais c'était juste cette petite aparté-là, mais je vais laisser Gerhard terminer. Oui, Gerhard, il va falloir que tu nous donnes ton pronostic, hein, même si. Alors, du coup, parlons de pronostic. Moi, le circuit du Brésil, c'est un circuit que j'aime bien, que je préfère. Enfin, je sais pas si c'est mon circuit préféré sur la saison, mais je trouve que c'est un circuit qui est plutôt marrant, qui est plutôt varié aussi. Et alors, en termes de pronostic, je vais donner Verstappen premier, Hamilton second et Charles Leclerc en 3e position. Ah, attendez, je vais juste. Je crois que c'est la 5e fois que tu fais ce pronostic de la saison. Probablement, mais à un moment, ça va marcher, je vous le dis. Non, je plaisante. C'est pas la 5e fois, c'est le dernier Grand Prix, t'avais annoncé le même. Et puis la plupart du temps, tu mets Charles Leclerc un peu plus haut, je crois. Ouais, mais j'espère toujours. Non, je plaisante, il y a que moi qui fais les comptes. Voilà. Mais Mexico, tu avais annoncé un pronostic identique. Ok. Ça se tenait. Ça se tenait, c'était pas si mal, mais on a ce regain de Sergio Pérez qui quand même arrive à être régulier avec une voiture quand même plutôt. J'aurais pu mettre Norris ou Ricciardo en 3e position, par exemple. Tu aurais pu faire cela, mais tu ne le fais pas et on retiendra ça pour ce week-end prochain, sachant que effectivement, on est quand même sur une série de 3 Grands Prix, 3 week-ends, 3 Grands Prix. Ça se densifie sur cette fin de saison. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter globalement sur
sur à la fois ce Grand Prix, sur le contexte global du championnat, peut-être une info particulière que vous avez, je sais pas, Fernando, Lance, Gerhardt, quelque chose à dire? Un coup de gueule peut-être? Non, Non, pas spécialement. Je pense que vous en avez parlé la dernière fois sur le circuit toujours en cours de construction en Arabie Saoudite, au Qatar, pardon. Donc, ouais, aujourd'hui, ils ont juste fait l'enrobé, je crois, de la piste. Ça sèche vite, l'enrobé. Hein. Ouais, surtout là-bas. Mais le problème, c'est que les paddocks, il y a rien. Les infrastructures, c'est le néant encore maintenant, et c'est dans 15 jours. Donc voilà, ouais, petite surprise par rapport à. Et tu penses que ça va faire comme en Turquie l'année dernière où la piste était beaucoup trop glissante? Ça, il y a des chances, ouais. Je pense qu'on va avoir des surprises effectivement au départ. Il n'y aura pas de pluie, donc on n'aura pas un mélange de pluie. Ça va être un peu compliqué, à moins qu'ils aient des machines à pluie là-bas, mais puisqu'ils arrivent à faire de la neige visiblement. Mais non. Oui, effectivement, on risque d'avoir des surprises au départ avec des pistes avec des revêtements un peu spéciaux qui sont neufs, mais qui sont pas gommés encore. Mais ouais, j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner. Il n'y aura pas de gros plans, je pense. Ok. Bon, les gars, vous avez pareil, dernier mot ou c'est bon là, on peut passer à autre chose et passer directement au rythme carioca pour le prochain Grand Prix? Salsa. Ouais, c'est bon, on va passer à ça. Écoutez, merci les gars d'avoir participé à cette émission sur le Grand Prix de Mexico. On a encore vu justement Red Bull, une domination Red Bull qui s'étend, une domination de Max qui s'étend. Est-ce que Lewis va être capable de résister? Est-ce que Mercedes va être capable de résister? Est-ce que Toto Wolff va être capable de sortir des atouts de ses manches sur cette semaine? Écoutez, rendez-vous après le dernier virage du prochain Grand Prix d'Interlagos. Salut les gars, merci et ciao. Salut à tous. Salut à tous. Ciao. Ouais. Salut. Ciao. Perfect. Perfect. Boys. Thank you. Écoutez, merci les gars. Bien. Moi, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que le Grand Prix était un peu. Ça fait plusieurs Grands Prix que c'est pas trop la fête. C'est pas trop la fête, je trouve. Mais bon. Oui, c'est un ressenti effectivement que beaucoup ont. Après, c'est vrai que c'est surtout que des points d'étape, c'est-à-dire, comme tu le disais, les qualifs, le départ, et puis de temps en temps dans le Grand Prix, effectivement, quand deux voitures arrivent à se rapprocher, ouais, voilà. Mais après, c'est de la strat. C'était purement de la stratégie aussi, ce week-end encore. Et ça se bat que là-dessus. J'espère que sur le Grand Prix du Brésil à Sao Paulo, vu que c'est un circuit qui est un peu plus ancien, on va de nouveau, je dirais, avoir des batailles en piste. Voilà, mais effectivement, le ressenti, je le partage, je suis d'accord avec toi. Les 3 derniers Grands Prix ont été un peu monotones, sur l'ensemble. Sachant que celui-ci particulièrement, je trouve que c'était le pire, celui-ci. Ouais, clairement. C'est vrai que j'avoue, j'avais Rennes-Lyon en même temps à la télé pour le foot. Je t'avouerais que oui, je regardais quand même assez souvent le ballon rond que les voitures qui tournaient, quoi. Tellement il se passait pas grand-chose. Moi, je l'ai pas vu dimanche, je l'ai vu hier soir le Grand Prix. Ouais. Voilà, c'est passé, les voitures elles tournaient. T'as lutté? Non. En plus, c'était pas. J'aurais dû le regarder plus tard. J'ai regardé entre 20h et 22h. J'aurais dû faire plutôt ça entre 22h et minuit. Mais ouais, c'est vrai que c'est chiant ces histoires de voitures qui peuvent pas se doubler. Ouais. Alors après, on se dit qu'au final, si elles pouvaient se doubler, ça favoriserait quand même les voitures les plus rapides, les Mercedes, les Red Bull et etc. Mais c'est vrai que c'était un peu lourd. En fait, moi, je trouve, sur ce Grand Prix, les qualifs étaient plus intéressantes à regarder que la course. Du peu que j'ai vu, ouais. Parce qu'en plus, on voit justement, quand même, c'est assez technique et plus précis, mais
entre à la fois les réglages, les freinages des voitures, ce que chaque écurie arrive à faire de bien ou de pas bien avec les avantages qu'ils ont sur les vitesses de pointe par exemple ou pas, ou les pneus. C'est peut-être plus, voilà. Mais c'est mon côté expert comptable qui dit ça. Voilà. Bon, merci les gars. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine, hein, même jour, même heure. Hein. J'ai pas écouté les 5 infos inutiles de Sébastien Vittel, mais je sais pas s'il a parlé du fait que ils ont instauré une nouvelle règle. Désolé, je vous prends le temps. Ils ont instauré une nouvelle règle sur je sais pas si vous connaissez Martin Brundle, qui est en fait un des commentateurs phares de Sky, qui à l'époque avait commenté avec Murray Walker, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et là, je crois que c'était aux US, il y a eu une polémique parce que en général, il marche sur la grille juste avant le départ et il interviewe les célébrités qui sont invitées pour l'occasion. Et là, il s'est fait, pas défoncer, mais il s'est fait juste dégager par le bodyguard d'une nana qui est chanteuse. Je connaissais pas d'ailleurs, visiblement, elle est ultra connue. Mais il s'est fait dégager par le bodyguard. En même temps, après, il redemande à pouvoir lui parler. La chanteuse demande à son bodyguard d'arrêter de le défoncer. Et il se fait rattraper par une espèce d'attaché de presse, pareil, derrière, pour lui dire, mec, tu dégages, tu l'interviews pas, quoi. Donc, il s'était fendu de quelques tweets après coup. Et là, ils ont instauré, du coup, une nouvelle règle qui dit que n'importe laquelle des célébrités qui walk sur la grille de départ le fait sans bodyguard. En fait, de façon à ce que puisse les interviewer sans Mais bon, c'est étonnant quand même que pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'un garde du corps sur. Je sais pas. C'est ça. Je sais pas. Mais après, déjà c'est sécurisé, je pense. En fait, il y avait plein de polémiques parce que du coup, sur ces études qu'il a fait, il y a plein de mecs, genre des millions qui disaient, moi, je suis un fan de F1, ça me plairait trop de faire un walk sur la grille, de me faire interviewer, etc. Et la plupart des gens, en fait, on les paye, les célébrités, on les paye pour qu'elles puissent venir et ramener le public plus ou moins pour faire connaître, démocratiser la Formule 1, en particulier aux États-Unis où c'est pas forcément le cas. Bref, c'était chanteuse mexicaine, j'avoue que je sèche un petit peu, quoi. Chanteuse mexicaine, non. À part s'il y avait Salma Hayek qui se mettait à chanter, mais je sais pas. Non, c'était aux US, c'était pas au Mexique. Aux US. Ok. Ouais, c'était aux US. C'est une rappeuse, je sais pas, je connaissais pas. Mais bon, après, j'écoute pas non plus le rap US. C'est plus que du rap périgourdin. Exactement. Bon, bah, les gars. Allez, ciao. Merci encore, et puis bonne soirée, on se retrouve mardi prochain. On se retrouve mardi prochain. À plus. Ouais. Ciao. Salut. Bisous. Bye. Salut. Salut.